Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo The World et on va revenir sur la sortie des Guerriers du Chaos. On va parler un peu de nos amis les Guerriers du Chaos. Alors je vais pas revenir sur cet article-là qu'on a déjà parcouru dans dans une autre vidéo où on voyait tout ce qui allait sortir en vague numéro 1 et vague numéro 2. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà sorties et qui vont arriver. Malheureusement, pour l'instant, pas de nouvelles figurines pour nos amis du chaos. Alors, certains me disaient oui, mais bon, ça fait... c'est toutes les figurines qui étaient en mode... qui étaient pour AOS, tout ça, machin, nanana. Oui, je suis bien d'accord, mais toutes les autres armées ont reçu quelques personnages, on va dire, refaits en résine, comme le Seigneur Orque Noir, etc. Les Bretoniens ont reçu beaucoup de choses en fin de compte, et les Rois des Tombes aussi. Les nains ont reçu des nouveaux personnages, il me semble aussi. Donc voilà quoi, il y a eu quelques trucs, on va dire quand même, qui ont été resculptés pour l'occasion. Là, pour le chaos, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau et tout. Je trouve ça, dommage qu'il n'y ait pas eu un ou deux persos, quoi, ou un petit, un petit guerrier du chaos par-ci par-là, un chef, un truc comme ça, quoi. Ça aurait pas été de trop, ça aurait été cool, mais bon, peut-être se sortira plus tard, voilà. Donc, il y a eu le premier article que je vous ai fait voir là, et depuis, il y a eu 3 almanachs qui sont sortis sur les guerriers du chaos. Donc voilà, on va regarder un peu ce qui en est dit. Alors, le chaos dans l'ancien monde n'est pas comme dans les royaumes mortels ou au 41e millénaire. Nous nous concentrons sur le chaos undivided plutôt que sur les adeptes de dieux spécifiques, les 4 pouvoirs distincts que vous voyez dans Warhammer Age of Sigmar sont révélateurs du chaos victorious. Donc à l'époque en fait où nous sommes, on va dire le chaos est plus des tribus chaotiques qui ne sont pas encore affiliés à des dieux comme Nurgle et compagnie, et donc ne sont pas encore marqués réellement. On va dire c'est encore des tribus du chaos comme on peut voir un peu je sais pas comment on pourrait dire dans Conan le Barbare, voilà le film si vous connaissez. Bon voilà, ça fait un peu ça, c'est un peu des guerriers ou un peu comme des guerriers vikings ou des trucs comme ça, des barbares quoi, des trucs comme ça, voilà. Des tribus barbares, on va dire, voilà. Et donc c'est pas encore, on va dire, le chaos comme on a connu après dans Battle, etc. On va dire il est en train de se former. Voilà, c'est un chaos, on va dire, en formation avec différentes tribus, on va dire, chaotiques. Si on peut appeler ça des tribus. Donc, il rappelle le proto-chaos de l'ancien Warhammer, voilà, avant que les dieux individuels ne commencent à apparaître. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Le chaos est sans aucun doute plus faible durant cette période, mais il se développe vers une période où il deviendra plus fort. Oui, bien sûr, parce que, en fin de compte, à la fin, il gagne, et d'où l'explosion du vieux monde, quoi, et l'arrivée de Age of Sigmar. Nous avons comparé cette période à l'hérésie d'Horus et Erebus, et ont en réalité réussi à réintroduire le chaos dans la galaxie après que l'empereur l'eut pratiquement anéanti. Voilà. Donc là, on va suivre en fait la période de l'ascension du chaos en fait avant Battle, avant la date où commence Battle, on va dire. Donc puisque ça se passe une centaine d'années avant. Alors les dieux ont attendu leur heure. Que représentent quelques centaines d'années dans la vie d'un tel être, bien sûr. Ce sont seulement les actions d'Azvarkul, le 12e élu de l'éternité, qui ont remis le plan de jeu sur les rails. Comme son prédécesseur Khardun le Glorieux n'a pas été autorisé à faire ce qu'il devait faire, cela a laissé un vide. Pendant ce temps, les ennemis du chaos ont riposté, ce qui a conduit à une accalmie. Voilà.
ce pouvoir perdu est maintenant en train de revenir dans le monde. Voilà, donc c'est un peu voilà, une période, on va dire, où ils sont en train de se reconstruire pour avancer, etc. etc. L'ombre du chaos s'est éloignée sur le monde, mais la menace plane à nouveau et les bandes de guerre sont en marche. Les pillards du Nord continuent de faire des raids, mais ce sont des guerriers barbares, voilà, dont les dieux ne sont pas nécessairement prononcés haut et fort. Nous avons réintroduit des références aux animaux totémiques, tels que la corneille noire ou le grand aigle. Cela témoigne d'une compréhension plus profonde du chaos que les chamans et les sorciers pourraient avoir, mais qui fait défaut aux membres des tribus ordinaires. On ne reconnaîtrait pas le front, non, on ne reconnaîtrait pas de front, excusez-moi, qu'une certaine tribu vénère corne, par exemple. Donc voilà, donc on est plus voilà dans les tribus barbares, ça se murmure un peu et tout, voilà. Mais on reste avec, on va dire, les dieux anciens qu'ils avaient, etc., etc. Donc voilà, donc c'est une période vraiment, vraiment très intéressante, je trouve, pour le chaos. Parce que voilà, comme on voit sur l'image, là, il fait plus penser à un barbare qu'autre chose et tout, et c'est vraiment cool, quoi. Je trouve. Il y a quelque chose de très menaçant dans l'idée d'un élu éternel, un puissant champion choisi par les dieux sombres pour une raison inconnue, à la tête de guerriers du chaos en armure noire et de hordes de maraudeurs. Ils apparaissent que tous les 2 siècles. Voilà. Chacun d'entre eux a un rôle particulier à remplir. Nous ne savons pas ce qu'aurait fait Cadron et nous ne savons pas ce que la plupart des 10 avant lui ont fait. Assavarkul est important car il prépare le terrain pour Archaon, qui allait toujours être celui qui détruirait le monde. Voilà. Donc là, on arrive, donc voilà, avant que Archaon, etc. Et résultat du compte, on va pouvoir voir, en fait, je sais pas comment dire, toute l'ascension, en fait, du chaos. Donc ça va être intéressant, parce que bon, pour l'instant, Games, il sort les armées, mais si vous voulez, on n'a pas encore, il nous dévoile quand même, grâce aux Arcane Journal, grâce aux articles sur Warhammer Community, il nous dévoile un peu l'histoire du monde, quelle période on est. Mais en fin de compte, tant que nous sommes pas, tant que nous n'avons pas toutes les armées, on va dire, ils pourront pas vraiment fluffer, tiens, j'invente un nouveau mot, les choses, quoi, et nous dire, bon, voilà, ça va être la bataille de ceci, ça va être ceci ou cela, qui va se passer, et résultat du compte, on se retrouve avec des petites brides et tout comme ça à chaque sortie d'armée, donc on avance petit à petit, on en sait un peu plus et tout, c'est hyper intéressant, et donc j'ai vraiment hâte, en fait, que les parties narratives arrivent, pour pouvoir, on va dire, nous mettre bien dans l'ambiance, quoi, si je puis dire. Il y a beaucoup de secrets profonds et sombres sur ce que fait Cool on the Gang, désolé, dont nous ne parlerons pas publiquement. Pour l'instant, il n'est qu'un personnage en arrière-plan, un nom dans le vent. Il n'est pas encore devenu une menace pour le monde connu dans les années 2270, mais il est un puissant seigneur de guerre du Nord. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant, quoi. Je trouve que jouer certains personnages, désolé aujourd'hui, je fourchiquette de la langue, à leur genèse et tout, je trouve ça mais vraiment hyper intéressant, quoi. En fait, on est en train de jouer au préquel de Warhammer Battle, quoi. Enfin, donc je trouve ça très très intéressant. Avant lui, vous aurez l'ascension de ces lieutenants dans différentes parties du monde, et avant cela, vous avez l'ascension de leurs lieutenants. C'est là que nous commençons avec le journal des arcanes et avec Fridal, le fabricant de chaînes, l'un des 2 personnages du livre. Alors Fridal est présente
dans le récit et elle est rejointe par un personnage de retour. Galroch, le Grand Drake. Galroch. Il est peut-être le premier grand dragon à tomber dans le chaos lors d'une bataille aux côtés des hauts elfes. Des hauts elfes. Désolé. Des hauts elfes. À chaque fois, je sais plus du coup maintenant. Des hauts elfes. Voilà. Il y a de nombreuses années. Il existe d'autres champions du chaos que vous pourriez reconnaître en opération à cette époque. Donc, là, avant de continuer, donc on sait qu'on aura donc Fridal et Galroch. Donc Galroch, c'est un grand dragon qui a été en fait possédé par un démon. Et en fait, il se combat lui-même. Il arrive des fois, en fait, l'esprit du dragon arrive quand même des fois à reprendre... on va dire, à reprendre position, à reprendre le dessus, mais ce qui n'est pas facile. Enfin bref, ce personnage est vraiment très intéressant. Et donc, Fridal, voilà, c'est ce qu'on va avoir. Donc, des opérations à cette époque. Arbal l'a vaincu, est connu pour avoir participé au siège de Prague, par exemple. Vous avez également tous les lieutenants de Kul. Engra Deathsword, Sven the Bloody-Handed et d'autres. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que, narrativement parlant, on peut s'éclater à faire des armées avec ces lieutenants-là. Et se dire, bon bah tiens, ça c'est Sven the Bloody-Handed et tout, et tu montes ton armée autour de ça, etc. Ou là, et moi j'espère qu'on aura vraiment, qu'on en saura plus. Ce serait génial d'avoir des livres où ça en parle plus, où on explique vraiment. Moi, je voudrais bien en savoir plus sur lui, sur Kul, etc. Pas juste les personnages, mais les lieutenants aussi. Ça peut être très intéressant en termes d'histoire, quoi, d'histoire à se raconter, de parties, où on peut romancer quelque chose et tout, et je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Le narratif comme ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Alors Valnir le faucheur est vivant à cette époque, tout comme Scylla Anfingrim. Il apparaît juste avant le siège, mais il reste seigneur de guerre nordique qui combat en arrière-plan pendant notre période. Cela ne signifie pas que nous allons nous concentrer sur l'un de ces personnages, bien sûr, mais ils sont présents dans le monde et nous avons la possibilité de les intégrer à notre récit. J'espère qu'ils le feront, hein. Voilà, il y a tellement de choses qu'ils peuvent raconter, tu peux faire tellement vivre de choses que... Voilà, quoi. J'espère qu'ils vont jouer avec ça, quoi. C'est vraiment hyper intéressant, quoi. Mais bon, après, on peut aussi, grâce à Warhammer, le jeu de rôle, il y a des tonnes de choses où on peut, nous, aller chercher, on va dire, les réponses, hein. Donc, ou même sur Google, on trouve les réponses, tout, etc. Et en cherchant bien, c'est à nous aussi. C'est ça qui est bien aussi dans le narratif, c'est que c'est à nous de faire des recherches, comme dans une vieille bibliothèque, etc. Et comme ça, tu peux avancer et tu peux trouver plein de choses et tu peux faire des histoires de fous furieux et t'éclater, quoi, avec ça. Au fil du temps, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer des personnages connus du monde des légendes. Pour l'instant, les projecteurs sont braqués sur Fridal et sur ce qu'il se fait au nord de l'Empire. Voilà, merci les gars. Bref, donc là, voilà. Donc ça, c'était le premier article qui était sorti. Maintenant, on a celui-là. Oh, punaise, j'ai tout mis mes trucs n'importe quand. Donc là, c'est l'avant-dernier article. Alors, hier, nous avons bravé les désolations pour implorer les bienfaits de deux voyants ratatinés sur une lande dévastée, afin de découvrir que les guerriers du chaos manigancent dans le monde des légendes. Bon, alors... Il y a deux personnages nommés dans le journal des arcanes. Le premier, Galroch, ressemble beaucoup à son incarnation originale à l'époque de Karl Franz, un dragon très puissant, corrompu par un grand démon de Tzeentch,
L'esprit indomptable de l'ancien dragon continue de se battre pour le contrôle de son corps et parfois même gagne un peu. Ne sachant pas quoi faire d'autre, il essaie de se détruire pour ne pas pouvoir déchaîner sa colère sur le monde. Vous voyez, le personnage, c'est génial, quoi. Voilà, enfin, je sais pas, je trouve que cette histoire est ouf, quoi. Est vraiment très intéressante, quoi. Alors, nous avons essayé de rendre hommage à ceux qui le rendaient unique. Mais nous l'avons rendu plus faible lorsqu'il est apparu pour la première fois dans Warhammer Fantasy Battle. Ses règles étaient assez chaotiques. J'ai toujours pensé qu'il valait la peine de gaspiller beaucoup de points si on faisait un mauvais jet et qu'il faisait tout ce qu'on ne voulait pas qu'il fasse. Donc maintenant, Galrock devient moins efficace lorsque son esprit reprend le contrôle, mais il n'est plus inutile. Et c'est important quand on paye 400 points ou plus pour une figurine. Oui, ça c'est clair. Parce qu'en fait, en gros, donc tu le prenais, coûtait 400 points, voilà, tu prenais le truc. Alors, soit c'était le dragon, enfin le démon qui avait le contrôle, et là, bon, bah, tu faisais ce que tu voulais, tu faisais tes trucs et tout, etc., etc. Et donc tu bénéficiais d'un dragon très, très puissant. Soit c'était l'autre qui reprenait le contrôle, et résultat du compte, bah, il bougeait plus, quoi. Ça faisait un peu comme, je sais pas, les trolls qui veulent pas avancer, ou un truc comme ça, quoi. Quand vous faites des jets avant, enfin, c'était un peu ça, quoi, on va dire. Le modèle classique reviendra en métal pour tous ceux qui l'auraient manqué, mais si sa sortie a été légèrement retardée et par rapport à la sortie initiale, son profil n'est pas différent de nos jours, mais modifié de manière appropriée pour le nouveau jeu. Et il s'agit d'un Behemoth. Voilà. Les Behemoths sont bons dans Warhammer The Old World et il vaut désormais définitivement ses points. Un grand dragon puissant et terrifiant qui déchirera ses adversaires en morceaux. Mais aussi un sorcier, donc vous obtenez tout ce que vous pourriez vouloir de lui. Le nouveau personnage... Ah voilà, bon, on va voir après pour Fridal. Donc, c'est lui là qu'on voit derrière, là, hein, ici, là. C'est cette figurine-là qui va ressortir. En métal. Donc, en fait... il a l'air d'être vraiment très très puissant. À noter que c'est le premier dragon qui ressort pour The Old World. Hein. Donc, parce qu'on devrait en avoir un avec les hauts elfes, un avec les elfes sylvains, et voilà. Voilà, on devrait en avoir un, et donc avec le chaos. Puisqu'après les autres ne sont pas là. Donc voilà, donc c'est hyper important. Bon, alors ils ressortent l'ancienne figurine. Bon, moi je la trouve très bien à l'époque et tout, mais en fait, je trouve que c'est une très belle figurine, mais je trouve qu'elle devrait être plus massive que ça par rapport à ce qu'il représente, quoi. Parce que là, quand vous le voyez et tout, par rapport à l'époque, bon, c'est vrai que par rapport à un petit bonhomme, enfin un bonhomme normal, bon, il est plus grand et plus gros, mais quand vous le voyez par rapport à eux, je trouve, par rapport à lui, il fait à peu près la même taille. Moi, je pense que, enfin, sans déconner, il devrait faire quand même une plus grosse taille que ça, quoi. Parce qu'il, dans l'histoire, enfin, quand tu entends parler, enfin, il est vraiment énorme, quoi, et massif, quoi. Bon, bref. Donc, lui, il va revenir, et bon, bah, de ce qu'ils disent, il va être quand même balèze. Ensuite, le nouveau personnage, Fridal, la créatrice de chaîne, est l'incarnation même d'une Norsk qui sent l'attrait, se tourne vers le chaos et se lance sur le chemin de la gloire. Elle voyage vers le nord, combat d'autres champions du chaos, oui, parce que oui, il y a ça aussi, oui. C'est vrai que le chaos, ils se battent aussi entre eux. Dans les terres désolées du nord, et revient en Norska imprégné du pouvoir du chaos. C'est une championne du chaos individuelle qui n'a prêté serment à aucun dieu en particulier. Dans le jeu, elle se situe à mi-chemin entre un champion exalté et un seigneur du chaos. En termes de puissance, c'est une combattante prolifique qui renforce certaines de vos unités mortelles
comme les maraudeurs et les cavaliers maraudeurs, voilà, ça c'est génial, ainsi que les unités supplémentaires présentes dans l'une des armées d'infamie, les loups de la mer. Friedel est l'inspiration de cette force, c'est une pillarde dans l'âme qui descend du nord à bord d'une flotte de vaisseaux loups pour rôder sur les côtes des royaumes des hommes, pillant et répandant la corruption du chaos partout où elle va. Notez que même si elle est puissante et centrale dans l'histoire que nous racontons, elle n'est pas l'une des grandes championnes de son époque. Elle est un signe avant-coureur de ce que l'avenir pourrait réserver si le peuple de l'Empire reste inefficace dans la défense de ses frontières. Donc, alors bon, déjà, j'aimerais bien savoir si, j'ai pas encore tout lu, mais j'aimerais bien savoir, parce que je découvre avec vous, à chaque fois je garde ça pour découvrir avec vous, je trouve ça plus intéressant. Va-t-on avoir la figurine? C'est peut-être une des figurines qui va sortir. Bon, là, ce qu'on nous apprend quand même, qui est très intéressant, c'est que ils te disent, bon ben voilà, c'est une grosse championne, mais en fin de compte, c'est l'amuse-bouche. Enfin dire, c'est voilà, c'est l'apéritif avant ce qu'il va y avoir. Et donc, quand ils te disent, on verra si l'Empire reste inefficace. Bon. En fait, ce qui comment expliquer? Normalement, toute cette période-là est déjà écrite, est déjà dû être décrite et tout dans des livres, etc., etc. Mais si eux ils jouent avec cette période-là, il y a sans doute peut-être pas tout décrit, donc ils vont mieux la décrire, et donc ils peuvent jouer avec ça. On va dire peut-être que les grandes lignes sont écrites de cette époque, mais pas vraiment en détail. Donc là, c'est pour ça qu'ils jouent avec ce personnage-là, qui va nous amener vers des personnages puissants ou non, selon comment se passe. On va dire, ça peut être un scénario, voilà, les défenses des humains et tout, et ils ont réussi à défendre et tout, bon bah ça veut dire ça a repoussé et tout, et ce sera pas ceci ou cela, ou alors non, ils se sont fait battre, un peu comme on fait là en ce moment avec AOS. Bon là c'était qu'avec des votes, c'était pas avec des batailles dans les magasins ou des trucs comme ça, mais il y a eu des grandes campagnes comme ça qui avaient été faites dans les magasins jadis, et où ça jouait et ça entraînait des choses, etc. Donc, et moi je trouve que c'est génial quand on prend part à ça, à l'intérieur des magasins ou autrement, dans les clubs ou même chez nous, et qu'on donne les résultats, et que du coup ça donne, on va dire, quand on joue vraiment le jeu, hein, pas quand on fait style et tout, et voilà, mais ça donne des résultats, et du coup on peut voir le truc se former, avancer, et je trouve ça c'est interactif, je trouve ça juste génial, quoi. Mais déjà son histoire à elle, enfin ce qu'elle fait là et tout, ça a l'air vachement intéressant, quoi. Alors, elle est importante dans la mesure où elle annonce des choses pires à venir. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, c'est l'apéritif. Elle est importante en elle-même, mais il est juste à dire que la plupart des champions du chaos, qui ne deviennent pas de grands seigneurs ou ne montent pas au rang de démons, annoncent autre chose. C'est un fil conducteur qui traverse le chaos en général. Un champion présage toujours de la prochaine grande chose. Ils sont damnés par leurs propres décisions. Ces champions deviennent, entre parenthèses, volontairement esclaves des ténèbres dans la poursuite de la gloire, mais la grande blague qu'on leur fait toujours est que la gloire appartient à quelqu'un d'autre. Bah oui, ça c'est clair. Et là, elle a une miniature qui... elle a une miniature qui arrive, et elle a vraiment l'air bien. Ah bah génial, voilà, on apprend, elle arrive. Donc il va y avoir des nouvelles figurines, elles arrivent. Je trouve qu'en fait, les chaos a été jetés comme ça, comme un cheveu sur la soupe, d'un seul coup, hop, on vous envoie tout comme ça et tout. Ils ont pas fait les trucs comme ils ont fait pour les autres armées, je trouve ça dommage, enfin bref. L'histoire qui se déroule autour d'elle commence avec ces navires qui attaquent Olum, on va mettre la carte, sur la côte nord de l'Empire. Dans le désert, la carte de campagne devrait vous donner un aperçu des événements à venir au fil des années. Elle se taille son propre petit fief près de Mariensberg et fait toujours partie de l'Empire à ce stade. Voilà, c'est ce que je vous disais.
et est l'un des principaux prétendants au trône. En fait, l'impératrice Magritta a l'une des revendications les plus légitimes des 4 candidats. Voilà, donc elle attaque là. Vous voyez, on voit là donc toutes ces attaques qui vont arriver. Là, il y a les tribus orques, là, ici, là, ici aussi. Ah, voilà, et puis là, donc il y a l'Empire. Donc c'est pour ça que le chaos sort et que la prochaine armée à sortir en 2025, c'est l'Empire. Voilà, donc mettez-vous sous de côté, les amis. Donc nouveau personnage qui arrive, super intéressant, donc ça c'est vraiment cool. Au fur et à mesure que les raids continuent, le pouvoir du chaos grandit, bien sûr. Des hommes bêtes apparaissent dans les bois, ils construisent des monuments sombres et attirent la magie noire dans les régions. La corruption s'infiltre. Voilà, donc on sait que les hommes bêtes se battent, je crois, avec les elfes, les hautes elfes. Donc là, on va voir l'Empire qui va arriver parce qu'ils se battent contre le chaos. Voilà. Et après, on va avoir les hautes elfes. Et normalement, on devrait avoir après les hommes bêtes. Voilà, dans la logique des choses. Et donc terminé par les elfes sylvains. Donc la roadmap qu'on avait eue, la seule erreur qu'il y a eu dans la roadmap qu'on avait au départ, qui n'était pas soi-disant la roadmap, mais qui était une roadmap, en fait, c'était la place de l'Empire par rapport aux elfes sylvains. Voilà, c'est juste ça. Ce sera les elfes sylvains, normalement, qui devraient être en dernier. Et après, on devra avoir les nouvelles armées qui devraient arriver. Parce qu'il y aura les nouvelles armées, c'est clair et net. Les Kislevites et les autres, là, je ne me rappelle plus de leur nom. C'est sûr et certain, vont sortir. Hein. Moi, je vois pas autrement. Hein. Donc, en plus, vu comment déjà ils vendent là, mais plus que bien The Old World, c'est des ventes de ouf. J'imagine même pas si demain ils mettent des nouvelles armées. Hein. Si l'armée des Kislevites elle arrive et tout, donc avec nouvelle sculpture, tout le tintouin, plus l'autre armée, comment c'est Catan je me rappelle plus du nom. Bref, je crois que c'est Catan, un truc comme ça. Bon bref, vous savez de quoi je parle. Si eux ils arrivent aussi, donc nouvelle figurine complète, enfin voilà, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie, hein, sincèrement. Mais je serais pas étonné quand même qu'il y ait même des nouvelles armées chaotiques qui sortent ou un truc comme ça. Enfin, voilà, bon là on a quand même les orques et les gobelins, les hommes bêtes, le chaos et les rois des tombes. Donc on a 5 armées chaotiques et en face, on a bien sûr les Bretoniens, les nains, l'Empire, les hautes elfes et les elfes sylvains. Donc ça fait 5 armées du bien et après donc on aura les Kislevites et l'Empire. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y aura des dérivés, des nouveaux trucs qui vont sortir. Alors, dans ce scénario, nous voyons la première réponse structurée de l'Empire à l'augmentation des raids North. Au cours de l'hiver, Magritta a rassemblé une armée de mercenaires pour renforcer sa propre armée permanente, les nourrissant et les entraînant. Voilà, ça va être hyper intéressant. Elle les fait marcher vers le nord à l'arrivée du printemps, sachant que les Norse seront directement sur leur vaisseau loup dès que la mer des griffes aura dégelé. Voilà, c'est un peu les attaques des Vikings, quoi. Après, pour une nouvelle saison des raids, l'espoir est une armée attende pour rencontrer Fridal à son débarquement, mais malheureusement pour l'Empire, Fridal a bravé la fin de l'hiver et est arrivé plus tôt. Elle est en embuscade et l'armée impériale semble maintenant moins bien retranchée qu'elle aurait pu l'être. C'est la première véritable bataille entre les deux forces à cette époque. Les Norscan parviendront-ils à prendre pied et à établir une enclave, ou seront-ils chassés du continent et contraints de se lancer dans des raids saisonniers opportunistes? Point d'interrogation. Nous ne montrons pas ce qui se passe. Le dernier moment narratif est celui où Fridal s'incline devant le monument de Hollum, demandant aux dieux de la regarder détruire cette armée de l'Empire en leur nom. Nous apprécierons vraiment que les gens nous envoient par mail les résultats de cette bataille. Nous aimerions savoir comment cela s'est passé sur vos tables. Voilà, ça c'est génial. C'est génial. Et s'ils prennent bien en compte ça et tout, ça peut vraiment être cool, quoi.
Nous prévoyons de continuer à créer des journaux arcaniques, voilà, c'est ce que j'avais dit. Ils nous permettent de raconter des histoires qui évoluent au fil du temps, ce qui constitue un changement dans nos façons de faire chez Warhammer. Auparavant, nous publions un gros livre racontant une grande histoire, puis nous en restions là jusqu'à la prochaine édition. Les journaux arcaniques nous permettent, voilà, c'est ça qui est génial, de changer de perspective pour raconter des histoires plus petites que nous avons la possibilité de revisiter plus tard. Nous avons déjà parlé de la guerre dans les principautés, je vais y arriver, frontalières et la reconquête de Kazadvosk, par exemple. Donc voilà, ça c'est génial. Donc on va bien avoir plusieurs arcanes journal qui vont arriver. Là, on a, comme je vous disais tout à l'heure, les armées qui sortent, avec les arcanes journal à chaque fois, où ils vont nous raconter des choses. Ce que je reproche, c'est que qu'ils ne les sortent pas en français, quoi. C'est vraiment dommage, puisqu'on répond et on achète leurs figurines, mais sortez-les nous en français. Alors oui, il y a une traduction, mais elle est partielle. Tout le fluff, il n'est pas traduit. C'est vraiment dommage. Alors on est obligé de se faire chier, nous, à traduire tout le côté fluff qui est hyper important, surtout s'il est raconte d'histoire. Alors j'espère qu'après, ils arrêteront leurs conneries et que quand ils vont voir que ils voient bien les ventes, qu'ils vont les sortir vraiment en français, ces livres-là, surtout si c'est des livres de... Ils le faisaient bien avant. Surtout des livres de fluff, quoi. Donc, et de scénario, on va dire. Alors, nous avons un énorme bac à sable dans lequel jouer. Nous ne nous concentrons donc pas uniquement sur la préparation de Prague. Ces petits livres sont un processus créatif libérateur. Nous pouvons plonger dans une histoire et ensuite appuyer sur pause. Voilà, c'est ça qui est bien. Les scénarios sont laissés ouverts afin que les joueurs puissent imaginer les résultats par eux-mêmes. Friedal pourrait vaincre complètement la force de l'Empire envoyée pour la tuer, ou elle pourrait être renvoyée en Norsca. Nous verrons probablement davantage de Friedal au fil de la chronologie. Elle est arrivée sur les côtes de l'Empire et compte bien y rester. Elle est une base d'opération dans les ruines de Hollum. Elle a érigé un monument aux dieux. Arno a déjà été mise à sac. Les nouveaux raids pourraient donc traverser la rivière. L'histoire continuera pendant des années. Nous examinerons de plus près les 2 nouvelles armées de l'infamie demain, ainsi que le reste des règles des guerres du chaos. Donc voilà, en termes de narration, c'est juste fou, c'est juste trop génial. Et là, ça donne trop envie de jouer, quoi. Ça donne trop envie de sortir l'armée du chaos contre l'Empire, et tu refais les trucs, etc., quoi. C'est vraiment... Ça c'est cool. Mais moi, j'espère qu'ils vont les sortir vraiment en français, les trucs, parce que c'est vraiment dommage, quoi. Après, je sais que maintenant, la commu travaille, fait les trucs et tout, etc. Nous, on l'a fait aussi, hein. Chez nous, on a traduit des trucs, mais voilà, quoi, je trouve que ce serait tellement plus simple qu'on les ait, surtout que les arcanes journal, c'est pas si cher que ça coûte 21 balles, le bouquin, enfin voilà, c'est... Franchement, ils pourraient le faire eux-mêmes avec un stagiaire, quoi, enfin bref. Enfin, bon. Et donc là, on a le dernier article qui est sorti le 30 août. Alors, des 2 armées d'infamie, donc ça c'est les 2 armées présentes à l'intérieur de l'arcane journal, comme ils ont fait pour chaque... autre armée qui est sortie, ils ont mis 2 styles d'armée. Par exemple, pour les nains, il y a une armée d'ingénieurs et une autre armée de je sais plus quoi. Enfin bref, on a tous les trucs comme ça à l'intérieur. Alors, des 2 armées de l'infamie que nous vous présentons dans ce journal des arcanes, les loups de mer représentent les premières étapes de la résurgence du chaos, se concentrant sur les maraudeurs et les hommes bêtes comme alliés. Tous sautant de navires loups et pillant les terres de l'homme. Ce sont des tribus. L'accent est mis sur les maraudeurs plutôt que sur les guerriers du chaos. Cela renforce leur rôle de horde redoutable. Oui, ça c'est sûr. Vous avez
Vous pouvez payer, pardon, des points pour faire des embusqués, ce qui est très puissant à l'échelle de l'armée. Ouais, c'est vrai que les maraudeurs sont hyper intéressants à jouer. Alors, ils sont moins puissants qu'un guerrier du chaos, mais plus nombreux. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez cool, quoi. Il existe quelques profils supplémentaires exclusifs à cette armée. Les Uscards sont de meilleurs cavaliers maraudeurs, tandis que les Berserkers sont une unité d'escarmouche qui ajoute une flexibilité très utile. Les deux unités offrent une viabilité supplémentaire avec des statistiques améliorées, ainsi que la possibilité de faire du kit bash. Voilà. Nous avons fait des boîtes avec des recommandations dans le livre. Bien qu'elles soient conçues pour être fabriquées à partir de kits existants, nous espérons que vous les peindrez différemment, que vous leur donnerez des têtes et des boucliers différents, ou que vous échangerez leurs armes contre quelque chose de plus gros et de plus pointu. Voilà, kit bash, hein. Donc voilà, conversion. Et c'est génial qu'ils en parlent et qu'ils nous disent de le faire. Voilà, c'est ce qui était l'essence même des jeux Warhammer quand on était plus jeunes. Nous, c'était plein de fois où on faisait ça. Les conversions, mais ça faisait partie énormément. Ça a été un peu perdu. Là, ça revient et je trouve ça juste génial. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en font de plus en plus, hein, et ceux qui en font, mais vous avez tout mon respect. Moi, c'est ce que j'adore quand on transforme des figurines, qu'on leur donne une histoire. Et il y a des jeux comme ça. Là, on peut le faire pour Battle. Et il y a des jeux qui sont encore même mieux pour ça, comme Necromunda. Il n'y a rien de mieux que Necromunda pour faire du kit bash au 41e millénaire. C'est une dinguerie ce jeu pour ça. Donc, et puis bon, le narratif. Le narratif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il nous parlait de lieutenant. La figurine n'existe pas. Et on l'a créée, nous, à l'époque. Voilà, t'as l'histoire du lieutenant et tout, de cool et tout, etc. là. Je sais plus, je crois qu'il s'appelait Sven ou je sais pas quoi là. Bref, c'est à nous de la faire. Et hop, et vous en faites le général de votre armée. C'est juste génial. C'est juste génial. Les Uscards sont particulièrement intéressants car ils vous offrent une unité de cavalerie plus lourde que les cavaliers ordinaires, avec la possibilité de porter une armure lourde et de chevaucher en horde serrée. Combinez cela avec charge furieuse et contre-charge, ouais, vous obtenez une unité très économique et percutante avec un vrai rythme. Surtout si vous payez également pour les rendre forés. Les berserkers, d'un autre côté, sont là pour cumuler les attaques avec frénésie et la possibilité d'équiper une arme de main supplémentaire chacun. En tant que guerrier implacable, il bénéficie également d'une sauvegarde de 6+, pratique en cas de besoin. Ah oui, tu m'étonnes. Le reste des règles est là pour ajouter du caractère à l'armée. Je pense que le duel des guerriers est particulièrement évocateur. Il donne aux joueurs du chaos de quoi être excités. Et c'est une façon pleine de caractère de jeter le gant et de déterminer qui aura le premier tour. Donc voilà. Donc ça c'est cool quoi. Remporter les défis. Enfin, ouais, c'est vraiment bien fait ça aussi. Après on a les Skinwolf. Ah oui, voilà les loups-garous. Alors, j'adore. Quand on les avait vus en gris, je me dis merde, tiens, ils sont pas peints. Et je crois que j'aurais préféré qu'ils les peignent pas parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve pas ouf. C'est cette couleur là sur les, je sais pas si c'est des bandages ou quoi, mais enfin ou si c'est vêtements qu'ils ont explosé et du coup voilà, ça fait ça. Mais je trouve que c'est pas ouf quoi, la couleur qu'il a choisie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Je trouve que du coup ça enlève de la, je sais pas, ça enlève quelque chose à la figurine qui pourtant je trouve est très belle quoi. Enfin bref. Les Skinwolf reviennent dans la résine de Forge World et ils constituent une autre unité qui s'intègre très bien au loup des mers. Ce sont de véritables marteaux de verre avec un mouvement de 7 et compétence d'armes de 5.
Ils sont donc à peu près l'opposé des trolls. Ils sont lourds et efficaces à déplacer. Les skinwolves se déplacent rapidement et frappent comme un camion. Mais ils tomberont si votre ennemi engage les bonnes forces, bien sûr. Vous pourrez modifier leur profil avec une règle chair déformée pour gagner des attaques supplémentaires, des PA supplémentaires ou de l'armure et de la robustesse supplémentaire et sacrifier leurs dégâts pour leur capacité de survie. C'est une unité adaptable, ce qui est tout le principe des Norscan. Pousser l'idée des berserkers et des Zulfrurunners jusqu'à sa conclusion sombre. Donc ouais, ça va être intéressant de voir quel profil on prend selon ce qu'on veut jouer, etc., etc. L'autre armée de l'infamie est celle des héros des ténèbres, une armée d'élite composée de bandes de cavalerie parcourant les désolations du chaos et s'attaquant aux plus faibles. Nous voulons donner aux gens la permission de faire cette liste, en partie en réduisant les options de composition. Elle est nettement plus restreinte que de normal. C'est une petite force puissance qui ne peut pas accueillir d'unités de protection ou de tirailleurs, mais si vous voulez conquérir le monde, sous les sabots des chevaliers du chaos en armure noire, c'est la force qu'il vous faut. Ok, d'accord. Intéressant tout ça. C'est très dans le thème de voir un grand champion du chaos diriger un noyau de chevaliers d'élus. Nous rééditons les guerriers du chaos et les chevaliers du chaos, enfin en plastique emblématique. Ils étaient toujours en OS, tout en mystère, discipline et menace. La principale différence entre ces types et les guerriers du chaos, plus finement blindés de Warhammer Age of Sigmar, est la suivante. Ces derniers sont ce à quoi ressemble le chaos lorsqu'il a gagné. Les nôtres sont des bagarreurs, bruts et prêts à l'emploi du royaume du chaos. Ouais, d'accord, je vois. Ouais, plutôt que des guerriers glorieusement baroques du chaos victorieux des royaumes mortels. Oui, je vois, oui. Je vois bien ce qu'ils veulent dire. Attendez, c'est peut-être lui en fait, le dragon. Ah, je me rappelle. Non, c'était l'autre, le dragon. Non, ça, c'était pas lui, le dragon qui parlait tout à l'heure. Non, c'était bien l'autre à deux. Ah, je me rappelle plus si c'était celui-là ou si c'était le dragon à deux têtes. Bref. Les deux armées de la famille sont diamétralement opposées. Pour le moment, les armées du chaos ont tendance à être assez équilibrées avec les éléments de guerriers et de maraudeurs. Ouais, voilà, ceux qui jouent aux extrémités du spectre, le loup de mer, nous nous éloignons délibérément des listes monodivines. Bah oui. C'est le chaos de la fin des temps lorsque le pouvoir des dieux s'est renforcé. À notre époque, Undivided est en pleine ascension, le Panthéon dans son ensemble. Ouais, voilà. Les chars d'élite sont une amélioration d'unité classique pour les héros. Tout comme un élu, ouais voilà, est une amélioration pour un guerrier ou un chevalier ordinaire. Voilà, donc les chars, tout ça, machin. Oh, ceux-là, je les déteste. Ceux-là, je les trouve horribles. La créature là, qui est devant le char, mais je la trouve mais d'une dégueulasserie. Avec les trucs là comme ça. Je trouve que ça ressemble à... Alors, le char est magnifique. Mais la créature là, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je la trouve mais juste horrible, c'est cette créature. Enfin bref. Ah voilà, c'est pas le même, ouais, c'était bien l'autre à deux têtes, ouais, voilà. Le Warfire Dragon est une autre figurine de Warhammer Forge. De retour disponible pour une grande armée du chaos. Apportant encore plus d'énergie destructrice, bien sûr, sur une bataille, nous n'avons cependant pas prévu. Ah ouais, de ramener le War Mammoth pour l'instant. Oh, punaise. Je sais pas, hein, pour ceux qui connaissent pas, mais allez voir le War Mammoth. Il est juste magnifique.
Je pense que je suis simplement satisfait du chaos en général. Je vous le ferai découvrir le Warmaboot de toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une force très solide avec beaucoup d'options. Les seigneurs du chaos sont aussi terrifiants qu'ils devraient l'être, et les sorciers sont aussi puissants qu'ils devraient l'être. Ouais, enfin bref, la figurine du sorcier, ils auraient pu ne pas la ressortir celle-là, putain, et en faire une nouvelle, parce que franchement, il ressemble à rien quoi. Sur le sorcier, ce cavalier, il est juste dégueulasse quoi. Enfin bref. Vous avez un bon spectre entre les maraudeurs et les grands nombres qui visent à écraser l'ennemi, machin, là. Ok, on s'en fout. Le seigneur du chaos sur un dragon est sans aucun doute très puissant. À l'heure actuelle, surtout si vous lui donnez pour spécification de tuer tout ce qu'il touche. Bah oui. Mais il existe des contre-attaques. Il y a de la magie que vous pouvez observer. Bon bref, on s'en fout, la Bretonnie a quelques réponses, y compris les vertus, bien sûr. Bien sûr, tout le monde a des réponses. De nombreuses factions peuvent amener leur propre grand seigneur sur un dragon. Et c'est celles qui ne le peuvent pas compensent en trimballant de gros canons sur le terrain. Ça, c'est pour les nains, ça. Ils n'y parviendront pas en un seul coup. Mais 2 ou 3 coups devraient tuer un dragon. Voilà. Pareil pour l'Empire, hein, qui n'a pas de dragon. Enfin, on a des autres grosses bestioles pour l'Empire et tout, mais c'est vrai, ils n'ont pas de dragon. Par contre, c'est clair que, ouais, niveau armes, voilà. N'oubliez pas qu'un seigneur équipé sur un dragon représente beaucoup de points, jusqu'à 600, à placer au même endroit. Et ouais. Les armées de l'Empire peuvent les enfermer avec les flagellants pendant que leurs camarades éliminent le reste des ennemis. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, j'ai oublié pour les flagellants. Ils sont une sauvegarde de protection à 5+, et sont incassables. Plutôt pas mal pour une unité qui ne vaut que quelques centaines de points, c'est clair. Ces dragons ont une robustesse de 6. Ouais. Ce qui n'est pas insurmontable. Un minotaure avec une arme puissante pourrait en découper un en 2. Oui, ça c'est sûr aussi. Je pense que les gens commencent à comprendre comment gérer les héros puissants, etc. etc. Bref, donc, oui, bon, c'est sûr que si vous avez 600 points avec votre seigneur de guerre sur vos dragons, il faut faire attention quand même, quoi. Alors, c'est une grosse figurine, c'est une puissance de fou, mais faut pas faire le con non plus, hein, parce que c'est clair que 2-3 coups de canon bien placés, et c'est fini ton dragon, hein. Donc voilà, enfin il y a toujours plein de trucs, hein, de toute façon. Pour ceux qui n'ont pas ça, vous inquiétez pas, vos armées peuvent largement, on va dire, compenser ce qu'elles n'ont pas. Enfin, si votre armée n'a pas de dragon, par exemple les nains, ils n'ont pas ces trucs-là, mais vous inquiétez pas. Les nains, ils ont tout ce qu'il faut pour déglinguer des dragons, hein, ça c'est pas un problème. Donc c'est ce qui a toujours été quand même assez bien équilibré dans le vieux monde. Et c'est ce que j'ai toujours trouvé bien, quoi. Chacun joue avec ses propres capacités. Et c'est ça que j'aime bien, moi, en fait, dans les jeux. On cherche pas un équilibre. Enfin, l'équilibre, il vient par rapport à chacun. Bon, d'accord, t'as pas de grosses bestioles. Par contre, on a développé les canons, les trucs, les machins. Toi, t'as pas ceci, mais t'as développé autre chose, etc. Et ça, c'est génial. C'est comme ça que sont bien. Mais après, quand on cherche toujours l'équilibre parfait, le truc, le machin, je trouve qu'on enlève, en fait, ce qui fait l'essence même d'une armée et qui a ses propres façons de faire, quoi. Donc voilà, chacun joue avec ses puissances. Donc voilà, pour le kit bash et tout, c'est hyper intéressant. Surtout avec les figurines des Dark Oath et tout qui sont sortis il y a pas longtemps pour AOS. Il y a des belles têtes là et tout pour faire des beaux personnages, que ce soit féminin ou masculin. On peut faire des dingueries, quoi, hein. Donc les Dark Oath, en plus, il y a des personnages Dark Oath qui sont vraiment... je trouve qu'ils sont... un des boss Dark Oath, là, et tout, il est juste magnifique pour faire un seigneur de guerre d'une tribu norse et tout. C'est juste parfait, enfin, de toute façon, les Dark Oath, c'est ça, quoi. C'est
c'est les Norsk, hein, y a pas photo, quoi. Hein. Donc voilà, quoi. Il y a des choses à aller récupérer de ce côté-là pour pouvoir s'éclater, à faire du kit bash et compagnie. Hein. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce que va donner la figurine de Frida Hall, puisque ça va être une des nouvelles figurines. J'espère qu'il y en aura quelques-unes d'autres, ce sera génial. Et donc j'espère aussi, mon Dieu, qu'ils vont nous traduire à force les prochains, peut-être pas les arcanes journal des armées, mais qui vont au moins nous sortir quand il y aura des histoires comme ça, parce que moi je me rappelle, il y en avait une, quand j'étais plus jeune, on a vu des boîtes comme ça d'aventure en fait. Je dois avoir encore le livre qui traîne là, j'en avais une, j'avais pas gardé la boîte à l'époque, il y avait des petits décors vendus dedans. Ah, je me rappelle plus c'était quoi les noms et tout. J'en ai une, je sais, parce que j'avais les morts vivants, donc j'avais pris celle avec les morts vivants. Et si je dis pas de bêtises, on avait quelques décors en carton à l'intérieur, plus le livret qui nous expliquait comment faire en fait cette campagne, etc., qui était hyper intéressant, que j'ai toujours d'ailleurs et qu'on pourrait jouer à The Old World, il n'y a aucun problème. Et j'avais je sais plus quoi encore dedans, enfin je sais plus ce qu'il y avait dedans en plus, enfin. Et ces petites boîtes-là, c'était génial. Ils en avaient sorti une comme ça. Je crois qu'il y en avait une pour les nains. D'ailleurs, il y avait il y avait un bâtiment en carton. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était pas une forge ou un truc comme ça, ou un truc à bière. Je sais plus. Enfin bref, il y avait ça. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 boîtes qui étaient sorties comme ça. 2 boîtes, je sais plus. Enfin bref. Et ces boîtes-là étaient vraiment géniales. Et moi, je trouve que c'était super intéressant parce que t'avais une campagne et tu pouvais t'éclater, quoi. C'est juste génial, quoi. Donc voilà les petits loups, bon, eh bien, le chaos est sorti, entre guillemets, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais en fait, tout va arriver au fil des mois, donc je comprends pourquoi, on peut comprendre maintenant pourquoi on n'aura que l'Empire en 2025, donc, bon, ceux qui ont déjà des armées de battle, vous pouvez déjà vous éclater, et n'hésitez pas à jouer avec vos potes ce qu'ils viennent de nous dire là, n'hésitez pas à jouer et à envoyer vos résultats par mail. Faites-le, c'est juste génial à faire, c'est motivant, etc. Et voilà, puis eux, ça leur fera voir que c'est suivi, qu'en France on joue, et qu'ils vont se dire ah chouette et tout, etc. Et ça va peut-être les pousser à nous sortir les trucs en français, qu'on soit plus obligé de se faire chier à traduire. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, jouer et jouer. Faites du kit bash, préparez vos figurines, éclatez-vous, peignez. Voilà, c'est juste une tuerie. Le vieux monde, il est vraiment fait pour des scénarios de fou, pour des campagnes de folie. Franchement, voilà, c'est un jeu qui est juste trop bien. On a la chance de le voir revenir, mais éclatez-vous avec, même si vous êtes nouveau, que vous n'avez jamais testé, mais mettez le pied dedans, vous allez voir, vous allez kiffer. C'est vraiment un super jeu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rentrer dans le vieux monde. Il y a beaucoup d'histoires dans ce vieux monde. Donc voilà les petits loups, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de discuter avec vous du vieux monde. Ça c'est toujours un kiff pour moi de parler du vieux monde. Donc voilà, je vais vous retrouver, je crois que c'était le Cercle de Sang, si je ne dis pas de bêtises. Je vais me retrouver ce magazine, ce livret que j'ai toujours. Et vous montrer ça et tout, je pense, dans un retour vers le passé. Hein, on va en parler. Parce que c'était vraiment des trucs géniaux à l'époque, et j'espère qu'ils le referont. Voilà, dans des petits journaux arcaniques, là, mais bien sûr, en français. Voilà, ce serait cool. Donc sur ce les petits loups, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à la propager, à la partager afin que la chaîne soit un peu plus connue et qu'on soit plus de fous à parler de ce vieux monde. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, dites-moi ce que vous pensez du narratif qui est en train de s'écrire pour The Old World. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le Tipeee. Voilà. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.